Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée à tous. Bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, notre invité, c'est Jérôme Chartier. Bonjour Jérôme Chartier. Bonjour. Vous êtes premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes député Les Républicains du Val d'Oise et considéré comme très très proche de François Fillon. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Bonjour. Sénat. Bonjour Gilles. Jérôme Chartier, Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier soir pour financement illégal de sa campagne. Un président de parti 2 fois mis en examen, est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Mais non, cette mise en examen était normale, très attendue. De quoi parle-t-on ? On parle simplement d'une mise en examen qui est consécutive au dépassement du compte de campagne. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a signé son compte de campagne, que le juge souhaite le mettre en examen, ça me semble assez normal. Maintenant, est-ce qu'il est coupable ? Réponse non. Je suis convaincu de cela. Et je suis convaincu que l'instruction le montrera. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est candidat, on n'est pas en même temps gestionnaire de son compte de campagne. C'est absolument impossible. Donc je pense qu'il n'y a absolument aucune responsabilité de Nicolas Sarkozy, je le dis fort et clair, je le pense, c'est ma conviction, et je pense qu'il sera lavé de tout soupçon dans cette Il affaire. n'y a pas eu de message de soutien de François Fillon C'est comme Alain simplement Juppé l'a fait, lui. ce que je fais là ce matin, si vous voulez, je crois, c'est très clair. Ce que je dis, c'est que je suis certain que Nicolas Sarkozy sera jugé hors de cause dans cette affaire de dépassement de compte de campagne s'agissant de sa responsabilité. Je pense que lorsqu'on est candidat, on n'est pas en même temps le gestionnaire de son compte de campagne. Donc je suis c'est la position de convaincu François cela. Fillon, ça aussi, vous en avez parlé avec Écoutez, lui. c'est ma Vous en avez parlé avec conviction. lui À moi, j'en ai parlé hier avec François Mais au téléphone, et voilà ce que je vous dis ce matin. L'image de Véronique Jacquier. Nicolas Sarkozy est-elle durablement abîmée quand même par cette mise en examen ? On verra ce que les électeurs décideront, on verra ce que chacun jugera. Moi, ce que je souhaite, c'est que la primaire se fasse sur le projet, sur la capacité des candidats à changer la France, à réformer le pays et à faire. Voilà ce que je souhaite. Voilà quelle est aujourd'hui ma conviction, quelle sera demain ma conviction. C'est comme ça que je me suis engagé en politique. Je n'ai pas envie que d'autres éléments viennent perturber la primaire. Et puis au fond, ça ne serait pas au niveau de la primaire qui est la primaire qu'attendent les Français. Mais de fait, les Français ont envie même si d'avoir une Nicolas primaire qui Sarkozy n'est soit pas sur le encore en projet campagne, non, mais- et sur la capacité d'un homme ou d'une femme à changer le pays. Mais même si Nicolas Sarkozy n'est pas encore en campagne, de fait, quand même, ça touche son image. On peut se poser la question de son avenir politique. D'abord, que ça l'affecte, oui, c'est normal. Pourquoi ? Parce que ça nous affecterait tous. Et c'est la raison pour laquelle il est de la responsabilité de chacun de savoir faire la part des choses. Et c'est pour ça, ce matin, que je vous dis ce que je pense, en l'occurrence ma conviction, que sa mise en examen est normale parce qu'il a signé son compte de campagne. Et c'est pas une mise en examen pour l'affaire Big Malion. C'est bien la différence, et moi je marque bien la différence. Il est témoin assisté, le même statut que Jean-François Copé dans l'affaire Big Malion. Non, on parle là du dépassement du compte de campagne. Il était Oui, candidat, le juge c'est part du normal principe qu'il soit qu'il mis... était au courant. Mais Voilà. il est surtout candidat, il a signé son compte de campagne, c'est normal qu'il soit mis en examen, puisque c'est lui qui signe son compte de campagne. Mais en revanche, qu'il soit responsable de cela, réponse non, je vous le redis, j'en ai la conviction la plus absolue. Dans cette Gilles campagne Leclerc. primaire, est-ce que vous estimez qu'elle s'amorce bien quand même ? C'est-à-dire que la famille, avec un président de parti quand même mis en examen 2 fois, on a vu le Conseil national avec des images où ses concurrents n'étaient même pas là pour entendre son discours du dimanche matin. Bon, c'est du point de vue de l'opinion publique, ça fait un tout petit peu, pardon de l'expression, un peu désordre quand même, non ? C'est pas très positif. Écoutez, tout le monde était là le samedi. Moi-même, Certes. François Fillon a pris la parole le samedi. Nicolas Sarkozy était là le samedi. Il a pris la parole à plusieurs reprises le samedi pour répondre aux questions des conseillers nationaux. Ça a été un conseil national de qualité, puisque l'échange était de qualité, puisque c'était le premier conseil national qui était élu après les élections internes. Et en l'occurrence, tout le monde était là. Donc oui, ça fait famille rassemblée. Après que sur le Non, week-end... tout le monde était là le samedi, Jérôme Chartier, Tout pas le dimanche. le monde était là le samedi parce que généralement un conseil national ça dure une journée. Alors c'est vrai Non, que mais pour écouter demander le discours programme de Nicolas Sarkozy, les ténors n'étaient pas là le dimanche. Et Il les n'y avait excuses pas étaient quand François même... Fillon, il n'y avait pas Alain les Juppé, excuses étaient quand même... il n'y avait pas Bruno la Le presse s'en est Maire. beaucoup amusée. alors La j'ai- Saint-Valentin, alors, toutes c'est les vrai. excuses ont été possibles, quoi. Cyril Viguier, c'est vrai que c'est tombé la Saint-Valentin, ça au moins c'était incontestable. Après, les excuses des uns et les excuses des autres, c'est vrai que certaines étaient amusantes. Le fond de l'affaire, c'est quoi ? C'est qu'un conseil national, ça dure une journée.
journée. Une journée, c'est possible de se concentrer. Il y a aussi beaucoup d'activités politiques sur plusieurs journées. Chacun est en concurrence, on peut aussi le reconnaître. Au fond, le dimanche matin, c'était davantage le discours, certes du président, mais d'un président dont on sent qu'il va être candidat à la primaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Au fond, la concurrence, elle est normale. Je vais même vous dire, elle est saine. Moi, j'aime cette concurrence des primaires. Au moins, tout est sur la table. Vous vous souvenez pas, monsieur, vous vous souvenez sans doute, il y a quelques dizaines d'années, ça se passait comment? On se réunissait dans un bureau et on choisissait le candidat. Et puis finalement, tout le monde n'avait qu'à se ranger derrière lui. C'était quand même assez compliqué, cette période. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, il y ait de la concurrence. C'est très sain, c'est sur la table, et puis chacun va voter. Tous les Français qui veulent aller voter à la primaire parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, ils vont pouvoir le faire. Et je sais qu'à la fin, c'est François Fillon qui gagnera. Jérôme Chartier, à propos de Gilles candidats, Leclerc. comment on va décider des candidats pour les législatives qui vont suivre la présidentielle? La date des investitures, apparemment, ça a l'air un peu problématique. C'est le président actuel en place, qui n'est pas encore candidat aux primaires, qui va décider. Si oui, à quel moment? Quel est votre point de vue? Je dirais, Mon sentiment, c'est que c'est le bureau politique qui va décider sur la proposition du président. Voilà, ce que je pense. À quel moment? Je pense que Nicolas Sarkozy aura très envie de consulter les uns et les autres pour faire en sorte que Quel serait le bon moment, moment, le bon calendrier? Pour moi, le calendrier idéal, c'est que la préparation se fasse à partir de septembre. Pourquoi? Parce que il est important. D'abord, il y a deux types de candidats. Il y a les candidats sortants qui souhaitent continuer leur action à l'Assemblée nationale. Et en l'occurrence, ce seront des investitures qui, à mon avis, ne poseront aucune difficulté. Et puis, il y a les nouveaux candidats, les choix que chacun devra faire, c'est-à-dire un choix personnel de s'engager pour l'élection législative, et puis aussi les choix des uns et des autres, s'agissant des personnes qui auront émergé du terrain. Voilà quelle est la responsabilité qui engage à la fois les élus territoriaux, et puis qui engage le mouvement et qui engage son président naturellement. Mais moi, j'ai le sentiment que ce sera, comme toujours, un travail très concerté, parce que vous n'avez pas des dizaines de candidats pour une circonscription. Quelque chose, Vous un en avez travail collectif, un ou c'est deux. ce que vous dites. J'ai le sentiment que ça sera un travail D'accord. collectif. J'imagine pas qu'il en soit autrement. Pourquoi? Parce que notre intérêt, c'est d'avoir les meilleurs pour qu'ils puissent l'emporter. Voilà notre objectif. Et j'ai le sentiment qu'on aura les meilleurs. Autre sujet, le Parlement a finalement voté le prolongement de l'état d'urgence. L'acte 2, c'est la déchéance, ici même dans cette maison au Sénat. On sait que François Fillon a de nombreux amis dans cette maison, dans le groupe des Républicains. On sait quelle position il a pu prendre à l'Assemblée. Est-ce que vous estimez d'abord qu'il faut que ce texte soit réécrit ici par les sénateurs, par la majorité des sénateurs, à droite? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un congrès? Vous connaissez l'indépendance du Sénat comme moi, et donc je souhaite que mes collègues et amis sénateurs fassent le bon choix, et le bon choix, ça sera le leur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voté... François Fillon s'est nettement engagé quand même dans cette affaire. Oui, il s'est engagé pour la déchéance de nationalité, de façon très claire. Il a estimé, comme j'ai estimé, qu'il n'était pas utile qu'il y ait une modification de la Constitution pour pouvoir permettre la déchéance de nationalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre le projet de loi constitutionnelle dans cet esprit. Voilà. J'espère que les sénateurs, que mes collègues, mes amis, auront la même lecture de cette question de la déchéance de nationalité. Est-ce qu'à la fin, il y aura un congrès? Franchement, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait les comptes. Vous ne le pensez pas, vous ne le souhaitez pas? Ah ben je ne le souhaite pas, ça c'est certain. S'agissant de la question de la déchéance de nationalité, je ne le souhaite pas. Parce que je pense que ce n'est pas utile, que ce n'est pas la peine d'envoyer un message aux Français, qu'on est en train de réformer la Constitution pour faire de la communication. C'est pas fait pour ça, la réforme constitutionnelle. Donc je ne le souhaite pas. Ah, mais Jérôme, s'il y a congrès, est-ce que vous aurez perdu la face? Est-ce que François Fillon aura perdu la face dans cette affaire? Non, mais personne ne perdra la face. Le seul qui aujourd'hui est en mesure de perdre la face, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il avait la possibilité de ne pas faire de congrès et de ne pas faire de réforme constitutionnelle, parce qu'il savait très bien qu'elle n'était pas nécessaire. Il avait consulté après le 16 novembre, lorsqu'il avait annoncé son intention de constitutionnaliser la question de déchéance de nationalité, et donc il pouvait très bien, à ce moment-là, on était début décembre, ne pas provoquer un congrès et ne pas provoquer de réforme constitutionnelle. Il l'a fait quand même. Pourquoi? Pour un objectif de communication. Résultat des courses, il a perdu sa majorité, Madame Taubira est partie à cause de ça, la gauche de la gauche a voté contre, une partie de la gauche intellectuelle a récusé le principe d'inscription dans la Constitution de déchéance de nationalité, et aujourd'hui, la droite est sortie du bois en disant, eh ben voilà, c'est une action de communication.
Donc 75 parlementaires, enfin 74 pour être précis, députés de droite, ont voté contre cette espèce de machin, puisque c'est un machin, c'est un outil de communication. Et nous étions contre le principe de faire de la communication avec une question aussi importante. Voilà le constat, voilà le bilan. Alors, celui qui peut perdre la face dans cette affaire, il n'y en a qu'un seul, c'est le président de la République. Vous avez compris, Véronique Jacquet. Jérôme Chartier, vous l'avez dit, François Fillon s'est singularisé sur cette question de la révision constitutionnelle. Vous pensez que c'est lui qui va gagner la primaire? Arrêtons-nous 2 minutes justement sur l'avenir de François Fillon. 7 candidats déclarés pour la primaire, dont Alain Juppé, soutenu désormais par Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que Juppé-Raffarin, ça pèse pas plus qu'un François Fillon? Nous verrons. La vraie question, c'est quel projet pèsera le plus? La vraie question, c'est quel est le candidat qui aura la capacité de faire ce qu'attendent tous les Français. Tous les Français veulent une chose. François Fillon ne décolle pas dans les sondages. Donc qu'est-ce que vous dites aux Français? Comment François Fillon va-t-il dire qu'il est le meilleur? Madame Jacquier, François Fillon, aujourd'hui, est considéré par les Français comme celui, c'est incontestable, qui a le meilleur projet, celui qui a le plus travaillé sur cette question. Ma conviction, c'est que François Fillon va montrer dans les mois qui viennent qu'il est l'homme qui a la capacité de mettre en œuvre ce projet. C'est ça qu'attendent les Français. C'est qu'un président qui fasse, enfin, qui change, enfin, voilà, qui aille jusqu'au bout, enfin. Voilà ma conviction. Maintenant, est-ce qu'il va être en mesure de l'emporter la primaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les sondages portent sur quoi? Ils portent sur celles et ceux qui sont certains d'aller voter à la primaire. C'est 6%, tous les échantillons le disent. On est en train de réaliser que les intentions de vote ne portent que ce 6% de l'échantillon, donc du corps électoral supposé. C'est ridicule. Attendons d'avoir un échantillon construit, c'est-à-dire d'avoir des Français qui ont la conviction qu'ils vont aller voter à la primaire. Moi, je pense qu'il y en aura entre 3,5 millions et 4 millions d'individus. C'est très important. Et à ce moment-là, chacun fera part de sa conviction. J'ajoute qu'il y a encore beaucoup de Français qui croient qu'il faut avoir sa carte des Républicains pour pouvoir aller voter la primaire. Or, bien sûr que non. Tous les Français qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre pourront aller voter à la primaire. Ça fait donc plusieurs centaines de milliers, je le dis, ça fera probablement presque 4 millions. En échange d'1 euro ou 2, hein, il faudra... En échange de 2 euros, chose, 2 euros, mais ça c'est très bien, c'est démocratique, c'est sain, et puis au moins c'est transparent. Gilles Leclerc. À propos de programme et de fond, je rappelle que votre spécialité c'est notamment l'économie. Sur le pacte de responsabilité, Manuel Valls a laissé entendre que le MEDEF n'avait pas vraiment joué le jeu, qu'il n'y avait pas suffisamment d'accords de branche signés. Est-ce que vous estimez que les chefs d'entreprise ne jouent pas le jeu de la création d'emplois par rapport à ces, appelons ça, baisse de charge? Oui, enfin, pour jouer le jeu de la création d'emplois, il faut d'abord de la croissance. Or, la croissance n'est pas en rendez-vous. À peine 1% l'an dernier, on l'a vu. Aujourd'hui, M. Sapin dit que ce sera 1,5% parce qu'il a décrété la croissance à 1,5%. Tous les experts internationaux sont en train de dire que la croissance ne sera pas 1,5% en France, mais peut-être 1,3% dans les meilleures conditions. Donc ça veut dire, une fois de plus, qu'on a un vrai décalage entre la volonté affichée du gouvernement et la réalité des chiffres. Et pourquoi ce décalage? Eh bien simplement parce que le gouvernement ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour qu'il y ait la croissance en France. Qu'est-ce qu'il faut? C'est très simple, il faut commencer par une simple réforme du travail, plus de flexibilité. Lorsqu'on embauche quelqu'un et que ça va moins bien dans l'entreprise, qu'on puisse dans certaines conditions le débaucher et plus facilement. Et qu'en même temps, on veille à réformer le droit social de telle sorte que le salarié soit protégé. C'est tout le projet de statut du travailleur, du statut du salarié que l'on a développé notamment en même temps, avec écrit sur dans le sujet. programme de François Fillon, il y a une baisse de charge vraiment très radicale. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous passeriez un deal avec les chefs d'entreprise, notamment sur cette question-là, où vous dites de toute façon il faudra de l'activité, donc ça ne va pas se décréter? Oui, c'est un triptyque. Il faut une baisse de charge, il faut des accords sociaux et il faut de l'activité. Nous avons une responsabilité sur la baisse des charges et sur l'accord social. L'accord social, si nous le voulons, véritablement, que nous marquons cette volonté, alors nous allons encourager les syndicats, le patronat, quand je dis les syndicats, c'est-à-dire les deux partenaires sociaux, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, à venir autour de la table, à discuter, à négocier et à boucler un accord sur le droit du travail. Mais il faut davantage de flexibilité. Maintenant, la croissance, il faut que les entreprises, oui, aillent chercher les marchés et puissent les avoir, mais il faut aussi un environnement fiscal favorable, et ça fait partie des éléments que François Fillon a mis sur la table dans son projet. Dernière question, Véronique Jacquier. Oui, Jérôme
Jérôme Chartier, 3 jours de tension en Corse, des incidents hier soir encore à Corté entre manifestants et gendarmes mobiles. Les manifestants dénoncent les poursuites judiciaires contre des supporters de Bastia. Et Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Lille, a fait part de ses doutes sur les circonstances dans lesquelles un supporter bastiais a été blessé en marge du match Reims-Bastia. Est-ce que ça vous choque que Gilles Simeoni fasse part de doute d'une version officielle? Moi, ce qui me choque, c'est d'avoir entendu M. Talamoni, il y a quelques semaines, dire qu'il voulait entretenir de très bonnes relations avec la France, son pays voisin. Il y a un seul pays, c'est la France. La Corse fait partie de la France. Mais aucun gouvernement n'arrive à mettre la Corse dans la République. C'est le sentiment que ça donne. Mais la Corse est dans la République française. La Corse a même défendu et soutenu la République française. Mais en même temps, il y a quelques Corses qui pensent que, au fond, être en marge de la France, c'est une solution. Moi, je ne le pense pas. Moi, je ne le souhaite pas. Tout le monde dit que les indépendantistes ont gagné. Ils ont fait 35%. Ça veut dire qu'il y a 65% de Corses qui ne voulaient pas des indépendantistes. Voilà comment est-ce que moi, je calcule. Ça veut dire que les Corses français sont majoritaires aujourd'hui en Corse. Et je souhaite que la Corse réaffirme sa volonté d'être française avec sa particularité que nous aimons tous. Jérôme Chartier, une question sur la région Île-de-France, dont vous êtes le premier vice-président derrière Valérie Pécresse. Elle veut dynamiser l'emploi en Île-de-France, notamment pour les jeunes. Est-ce qu'elle veut prendre la main sur la compétence emploi que la région possède par le biais de la formation, justement? J'ai vu qu'elle disait ça hier. On veut aller plus loin avec Pôle emploi. Valérie Pécresse va recevoir demain, dans le cadre de l'Assemblée régionale, mandat pour renégocier la convention que nous avons avec Pôle emploi. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire en sorte que les chercheurs d'emploi puissent avoir accès à davantage d'offres d'emploi, et ce, de façon directe. Donc on veut très simplement avoir accès aux informations sur les chercheurs d'emploi, négocier pour cela avec Pôle emploi, et négocier un autre élément aussi très fort, qui consiste à faire en sorte que dans le mois qui suit l'inscription au chômage, le chercheur d'emploi ait un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi et puisse avoir accès à une formation si les circonstances exigent, c'est-à-dire s'il en a besoin. Et tout cela avec un objectif, le retour à l'emploi le plus rapidement possible. Merci Jérôme Chartier, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, député Les Républicains du Val d'Oise, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. Dans quelques instants, on retrouve les éditorialistes de la presse quotidienne régionale pour débriefer l'actualité et puis aussi vos propos. Merci, à tout de suite. Voilà, aujourd'hui j'accueille Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. C'est important de citer les deux titres. Bonjour Zoé. Bonjour. Et j'accueille aussi Jean-Michel Helvig de La République. Ça commence bien. Ça arrive. Et j'accueille Jean-Michel Helvig de La République des Pyrénées, qui appartient au groupe Sud-Ouest. Bien sûr. On démarre tout de suite parce que nous a déclaré Jérôme Chartier à propos de la mise en examen de Nicolas Sarkozy cette nuit pour financement illégal de sa campagne. Je suis convaincu qu'il n'est pas coupable. Et une parole positive, Zoé Cadio. Une parole positive qu'on entend partout ce matin chez les Républicains. Il y a encore eu un tweet très matinal de Juppé qui disait qu'il ne fallait pas aller vite en besogne et que la présomption d'innocence dans ce pays existait et qui lui apportait tout son soutien. Donc on s'aperçoit que finalement cette mise en examen, elle était attendue et elle ne surprend personne. C'est une image abîmée de Nicolas Sarkozy, Oui, Jean-Michel. Je ne suis pas sûr que cet assaut de compassion à l'égard de Nicolas Sarkozy réconforte autant l'intéressé. Je veux revenir sur ce qu'il dit. Il disait c'est normal qu'il soit mis en examen. Si on applique ça... Il parlait d'un point de vue judiciaire, probablement. Oui, d'un point de vue juridique. Mais à ce moment-là, pourquoi Copé n'a pas été mis en examen dans l'affaire Big Magnon alors qu'il était secrétaire général de l'UMP et que ce sont ses principaux collaborateurs et lui-même, sa responsabilité de chef de parti qui était juridiquement engagé, s'il y a peut-être des éléments dans cette affaire-ci, Big Magnon est dans cette autre affaire, mais qui est évidemment connexe, qui est le financement illégal, qui fait que le juge pouvait mettre en examen l'un et mettre en examen l'autre. Ça ne veut pas dire présomption de culpabilité, mais c'est quand même un sacré handicap pour l'avenir présidentiel de Nicolas Sarkozy. Zoé Cadio, un président de parti 2 fois mis en examen, est-ce que ça change quelque chose au fond? Sur le fond ou sur l'éthique?
Sur l'éthique, Je vous laisse la réponse. Sur l'éthique, personnellement, et ça c'est vraiment à titre personnel, je trouve que ça fait pas très sérieux, quoi. Surtout à l'heure où notre président actuel avait quand même essayé d'insuffler la République irréprochable. Souvenons-nous de ça, quoi. On en est vraiment à la grande. Mais il n'est pas mis en examen sur les fausses factures, hein, c'est-à-dire sur l'aspect Big-Malion des choses. Il n'est que témoin assisté. Hein. On est témoin assisté, mais enfin, il est quand même mis en examen aussi sur l'affaire des écoutes de l'affaire Bettencourt. Donc, il y a quand même beaucoup de dossiers. Et puis, il y a plusieurs autres affaires judiciaires qui sont en cours et on ne sait pas où ça va aller. Donc, je pense que quand même, à l'heure où on joue la carte de la transparence, à la carte de une certaine éthique en politique, ça fait un peu désordre. Bon, maintenant, comme disaient hier plusieurs ténors des Républicains, c'est quelque chose qui était attendu. Pour les Français, c'est un rebondissement dans cette affaire et je suis même pas sûre qu'ils comprennent grand-chose finalement. On passe à la primaire. Jérôme Chartier n'a pas eu l'air de penser que ça divisait la famille, alors que tous les observateurs l'ont constaté quand même ce week-end. Il disait chacun est en concurrence. Au fond, c'est bien. Jean-Michel Elvig. Oui, bah ça c'est le principe de la primaire. Mais enfin, on ne peut pas faire comme si la primaire qui allait se dérouler de la même façon avec Nicolas Sarkozy mis en examen, parce que ça fait quand même un des concurrents potentiels de cette primaire qui est sacrément lesté. Ça fait quand même financement illégal de la campagne de 2012. Donc vous voyez, il va faire campagne en 2017 sans que les comptes de 2017 étaient soldés, sans parler de ceux de 2007 où son ancien directeur de campagne, Claude Guéant, a été mis en examen pour une affaire de blanchiment. Ça fait quand même beaucoup, ça fragilise et ça vient en renfort d'une baisse quand même notable de confiance, de popularité de Nicolas Sarkozy dans les sondages qui n'avaient rien à voir avec cette affaire-là. Mais sur l'aspect famille divisée, c'est-à-dire le week-end a montré quand même, on a eu un échange là-dessus avec lui, avec Jérôme Chartier, donc tout à l'heure, sur le fait que les principaux concurrents de Nicolas Sarkozy dans ses primaires n'étaient pas là, etc. Il trouve ça bien, lui. Oui, ce qui se joue derrière la primaire, il y a deux questions. C'est la question du programme dans lequel Nicolas Sarkozy veut ficeler les autres concurrents, programme qui est le sien propre, choc fiscal, etc., assimilation, contre-intégration, c'est une chose. Et la question des investitures qu'il a évoquée, qui est très importante. Oui, et puis en même temps, cette division, elle n'est pas si frappante que ça, parce que quand on regarde les programmes des uns et des autres, ils sont assez proches finalement. Donc c'est plus un combat sur la personnalité des gens que vraiment sur le programme économique, parce qu'ils ont tous cette optique, ce prisme libéral. On l'a entendu là avec Jérôme Chartier, mais c'est aussi le programme de Mariton. Idéologiquement, vous voulez dire, ils ne sont pas éloignés. Ils ne sont pas très éloignés. Sur le plan économique, sans doute, encore que, il y a quand même des points qui sont... La question assimilation-intégration. Nicolas Sarkozy est pour l'assimilation des étrangers, des immigrés. Mais ça, c'est pas économique. Oui, mais ça porte sur des questions identitaires. La question de la laïcité, ce sont des questions qui touchent à l'identité, qui peuvent jouer un rôle très important dans la campagne. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la question du choc fiscal aussi. Donc, mais ça ne nous a pas... Globalement, ils vont dans le même sens, qui dit qu'il faut baisser le charge du travail, mais il y a quand même beaucoup de différences. Ça ne vous a pas étonné que Jérôme Chartier déclare que c'est François Fillon qui la gagnera cette primaire, il faut mieux partir avec l'espoir de remporter le match, quand même. Mais enfin bon, on peut regretter justement que François Fillon n'arrive pas à imprégner cette campagne. Souvent être le troisième, c'est pas si mauvais que ça. Quand on a vu la précédente campagne présidentielle, la précédente primaire qu'a précédé la campagne présidentielle, Jean-Michel Elvig. Oui, être le premier, c'est encore mieux. Alors sur les investitures, on y revient une minute parce qu'il a dit c'est un travail collectif et il faut avoir les meilleurs. Donc ils vont Jérôme Chartier, tout à l'heure dans notre matinale d'info. Ça veut dire quoi? Ils vont se grouper, ils vont être ensemble d'accord, Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé, pour bloquer l'initiative de Nicolas Sarkozy de vouloir attribuer ces investitures avant la date qu'il le souhaitait. C'est ça, Zoé Cadio, vous pensez? Je pense qu'ils ne pourront pas faire grand-chose quand même, parce que qu'on le veuille ou non, Nicolas Sarkozy tient le parti. Et les investitures, les gens, ils y tiennent. Donc c'est quand même un moyen pour influencer les gens dans leur choix. Justement, la une de l'Indépendant, Zoé Cadio, votre journal, c'est le financement illégal de sa campagne, Nicolas Sarkozy, mis en examen.
Tout à fait. Donc on est en plein dans On est en l'actu. plein dans l'actualité, même si c'est tombé un peu tard, vers 9 heures, donc il y a quand même une certaine réaction. Et puis aussi, on a souhaité rendre hommage aux victimes du Bataclan et rendre un petit clin d'œil au concert qui s'est tenu hier soir à l'Olympia. Avec pour nos amis de Sud Radio, une photo du concert hier au soir qui a eu lieu à l'Olympia. La une de la République des Pyrénées, c'est une très TNT, en même temps très pratique. C'est le Béarn passe à la haute définition. Est-ce qu'il y a un risque d'écran noir pour ceux qui ne savent pas manipuler cette nouveauté technologique, Jean-Michel La Elvig? République des Pyrénées fait toujours des unes locales, hein, sauf très très gros événements. Ça ne veut pas dire que les questions d'actualité sont Sont pas traitées très bien sûr, elles le sont à l'intérieur. Notamment Non mais c'est un vrai problème cette TNT. Ah bah, pour le eux, président du CSA, Olivier il y a la moitié était sur ce plateau il y a et a expliqué lui-même déjà, a fait de la pédagogie pour savoir comment on allait passer. Il y a la moitié des gens qui reçoivent encore dans la région la télévision par des antennes, que je ne sais plus comment on appelle ça, les râteaux, les fameux râteaux. Donc c'est à cela que la République rappelle que le passage se fait le 4 avril et donne de façon très pédagogique tout ce qu'il faut faire pour bénéficier de cet apport technologique. Merci Jean-Michel Elvig, merci Zoé Cadio. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée. Les programmes continuent sur Public Sénat. À demain. Public Sénat,